quelques années, mais surtout maintenant depuis quelques mois, pour avoir des places de parc en ville et surtout devant les petits commerces. On nous enlève toutes les places. Qu'est-ce que ça fait? Ben, tous les gens partent en voiture dans les grands centres commerciaux et nous, on a pratiquement plus de clients qui viennent dans nos magasins parce qu'ils ont des problèmes de place de parc, justement. Alors c'est pour ça qu'on essaye de militer pour avoir même des places de parc qui est de 15-20 minutes gratuites pour les clients des commerces, mais on nous les enlève. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. En plus, vous avez des places privatives, en tout cas des places devant votre magasin. Voilà. Et celles-ci ont eu quelques soucis. Si on a des places privées et entre autres, ils voulaient nous mettre des mobiliers urbains pour pas qu'on arrive justement devant notre officine. Je trouve ça un petit peu exagéré et totalement fou parce que pourquoi on empêcherait les gens de venir dans nos commerces? Alors bien sûr, puis la plupart des gens qui viennent, ils font surtout pas long, ils viennent, ils achètent, ils repartent, ils viennent, ils achètent, ils repartent. Alors si on n'a plus ça, ben on aura des problèmes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Montet, c'est une petite ville dans le Valais, il y a combien d'habitants? Oui, il y a quand même 18 000, 18 000 habitants maintenant, ouais. C'est quand même une ville assez conséquente. Alors c'est pour ça que, comme je dis toujours, dans ces grandes villes, ils ont enlevé les places de parc et maintenant, ils reviennent à remettre des places de parc en ville pour les petits commerçants et artisans. Et nous, c'est ce qu'on fait, c'est tout le contraire. Ce qu'on constate aussi, ce qui est surprenant dans la décision de la communauté, de la commune, c'est que on pourrait comprendre qu'il faudrait réduire les places si c'était très étroit, s'il y a des problèmes de circulation. Mais là, les rues sont quand même très larges. Il y avait déjà dès l'origine des parkings. Là, on supprime les parkings pour rien en faire finalement. On placer du mobilier urbain. Voilà, tout à fait, pour faire des places vertes. On va faire la campagne en ville. Et quand on sait combien ça coûte pour entretenir tout ça, et puis comme je dis toujours, ça fera que les moustiques tigres, les tiques, les abeilles, les guêpes, elles auront un endroit justement pour vivre. Et quel est l'intérêt de mettre des places vertes, sachant qu'on est quand même dans un milieu qui est déjà à la campagne? Tout à fait. On roule 2 minutes, voilà, il y a des vignes, il y a la montagne. Tout à fait. On n'est pas dans la situation de Genève ou du centre de Lausanne. Mais c'est tout nouveau maintenant. On va faire la campagne en ville. On ne sait pas pourquoi. Et on veut supprimer les voitures en ville, mais on va envoyer les voitures dans les centres commerciaux à l'extérieur. Alors, ce qui est inadmissible, parce que le petit commerce fait vivre la ville. Une ville avec des commerces, avec une multitude de commerces, comme il y avait avant, comme j'ai dit, il y avait 3 boucheries, il y avait 3 boulangeries, il y avait 3 magasins de chaussures, 3 magasins d'habits, et maintenant il n'y a pratiquement plus rien. Alors ça veut dire quelque chose. Pourquoi? Parce que les gens ne peuvent plus approcher de nos commerces. Alors, ou alors il y a un phénomène de ghetto, ce sont les gens qui habitent la ville, qui doivent aller à pied, qui peuvent faire, parce que la réponse de la commune, c'est quoi? C'est de prendre les transports en commun, c'est de venir en vélo. Mais est-ce que c'est concevable, des gens, surtout pour aller dans votre droguerie, ils ont peut-être des problèmes de sentier, ils essaient de passer entre deux, donc de venir en vélo, ça doit être assez dissuasif. Oui, tout à fait, mais justement, on nous dit qu'il y a énormément de places de parc pratiquement en ville. Non, c'est à 10 minutes, à 15 minutes à pied. Si vous avez une bonne dame avec 2 enfants en bas âge qui doit parquer à un quart d'heure, elle doit décharger sa poussette, prendre ses 2 enfants, venir en haut chez moi pour acheter un sirop pour la toux, je pense qu'elle le fera pas. Hein. Elle ira dans ces grands centres commerciaux où il y a des pharmacies de droguerie qui sera plus facile pour elle pour des questions accès. Alors, c'est pour ça toujours les mêmes grandes chaînes, parce qu'on sait que ça coûte cher le loyer dans les grands centres, et c'est souvent réservé aux mêmes chaînes. Voilà, et nous on a un magasin de conseil, c'est pour ça qu'il faut garder ce magasin et bien d'autres aussi. D'ailleurs, le président le dira aussi, il y a bien plein d'autres petits commerces qui sont en train de péricliter. Alors, à cause de quoi? À cause des places de parc. Mais personne ne veut le reconnaître, c'est à cause des places de parc.
les petits magasins du centre-ville ferment les uns après les autres. On a vu d'ailleurs une émission en France où un village où il n'y avait pratiquement plus de petits commerces. Le maire a pris une décision de donner pendant une année le loyer gratuit et puis des places de parc autour des commerces. Et après une année, de nouveau ce village revivait comme avant. Alors on fait ce constat, ça c'est regrettable, mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'il ne semble pas avoir eu de communication, de dialogue auprès de la commune qui vous a expliqué, qui a proposé. Et on va passer la parole donc, au président des commerçants, parce que votre situation n'est pas unique, hein, ça touche pratiquement tous les commerçants de la ville de Montet. Et peut-être présentez-vous, monsieur, et expliquez-nous quelle est la situation exacte à Montet. Alors, pour me présenter, Martin Coirot, j'ai un magasin de vélo à Montet depuis 11 ans et je suis président de l'association des commerçants depuis maintenant plus de 3 ans. Cette association a pour but de défendre les intérêts des artisans et des commerçants de la ville de Montet. Et on a toujours essayé d'avoir une discussion cordiale avec la commune. On a travaillé ensemble, il y a des plans directeurs qui ont été faits en 2005 avec les commerçants et artisans de la ville. Seul plan qui existe pour qu'une entreprise qui vient s'installer à Montet puisse savoir où mettre les pieds, savoir où il va y avoir des places de parc, ce genre de choses. Mais actuellement, les travaux qui sont faits ne respectent pas du tout ce plan. Donc je veux bien qu'un plan directeur soit quelque chose qui donne une idée et un sens à la ville, mais des choses autant factuelles que des places de parc ou le sens des rues, c'est des choses qui sont primordiales pour un commerce avant qu'il s'établisse. Bien sûr. Donc il y a un manque de concertation manifeste. Il y a un manque de concertation, puis après il y a certains soucis qu'on a pu voir comme, je ne sais pas si on peut appeler ça des oublis de mise à l'enquête, et du coup, de ce fait, on ne peut pas faire opposition, et du coup quand le commerce voit ses places de parc retirées, il se retrouve quasiment à faire faillite. Et quand je dis quasiment, il y a eu énormément de cas à Montet de commerces qui ont fait faillite dû aux travaux. Parce que du coup, pour enlever ces places de parc, refaire les routes, de toute façon, dans une ville, il faut investir et remettre au goût du jour. On n'est pas contre, typiquement, ces îlots de verdure. Parce que du coup, comme il y a eu énormément de goudron, c'est vrai qu'en été, ça devient insupportable. Mais ça ne va pas en contradiction avec les places de parc et avec une mobilité multicanale. Et quelle est la volonté de la ville? Alors si c'est pour pas que les gens aillent faire du commerce et se promener dans les rues et fassent du tourisme en ville, parce que si on va en ville justement, c'est qu'on a justement un but, soit d'aller faire du commerce, soit d'aller voir un médecin, un spécialiste. Les rues piétonnes, c'est quelque chose qui peut très bien marcher, mais l'université de Saint-Gall a fait une étude il y a 2-3 ans pour regarder l'utilité d'une rue piétonne dans une ville. Il faut 100 000 habitants. Montet, on en est quand même très loin. Donc, ça ne serait de toute façon pas commercialement viable d'en avoir de vraies zones piétonnes. Bien sûr, c'est joli, mais il faut que ça soit adapté aussi à la grandeur de la ville. Et une ville qui est vivante, c'est souvent par ses commerces. Donc il y a un danger de transformer la ville de Montet en ville morte si on ne réagit pas. Et justement, vous avez réagi, vous êtes président, ce Garonne s'est opposé à ces mesures. D'ailleurs, comment il a appris qu'on voulait lui supprimer les places de parking? Justement, c'est ça. Quand j'ai reçu une lettre le 5 septembre, par courrier, début des courrier normal, début des travaux le 25 septembre, je ne savais même pas quels étaient ces travaux qu'ils allaient réaliser. Alors c'est quand même un monde. On n'est jamais venu discuter avec les commerçants, pourtant on est 400 commerçants dans le quartier, et on n'est jamais venu nous dire qu'est-ce qu'on allait faire. Alors quand j'étais chez le président pour demander quels étaient ces travaux, alors j'ai dit c'est inadmissible, on ne discute pas, je fais opposition. Et on m'a dit avec un grand sourire, c'est trop tard. Alors à ce moment-là, j'étais voir M. Abaneman, avocat, qui a fait le nécessaire pour qu'il puisse pas commencer ses travaux à ce moment-là. Alors c'est quand même inadmissible qu'on nous impose des travaux sans qu'on en ait discuté. Alors il y a déjà plusieurs problèmes, c'est que, vous n'étiez pas informé,
Voilà. Ensuite, on ne vous a pas questionné, on ne vous a pas mis à Du tout. On vous a mis en situation de fait accompli. Et voulez-vous vous opposer, c'était pas possible autrement qu'en agissant par la justice. Ah, bien sûr. Ouais. Alors, je vais me passer la parole donc, à Maître Ademan. Comment vous êtes intervenu dans cette affaire? Donc, comme vous l'ont expliqué messieurs Garonne et Coirot, quand ils ont appris que la commune souhaitait enlever toutes les places de cette rue, comme elle souhaite d'ailleurs enlever toutes les places de parc en surface à monter pour ne garder que les parkings souterrains, j'ai été consulté et j'ai constaté que il n'y a pas eu de mise à l'enquête des travaux que la commune veut faire. Donc pour aménager une rue, enlever les places de parc, créer des îlots de verdure, il est évident qu'une mise à l'enquête est nécessaire. Quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de mise à l'enquête, j'ai dénoncé la commune au Conseil d'État, qui est l'autorité qui surveille les communes afin qu'elles respectent la loi. Et la procédure est actuellement en cours. Il n'y a effectivement pas eu de mise à l'enquête. Et comme disait M. Corot tout à l'heure, il y a eu un plan directeur de la commune en 2005 qui prévoyait un certain nombre de places de parc. Donc, on n'est même pas en train d'appliquer le plan directeur, on fait autre chose sans mettre à l'enquête. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a déjà 2 autres rues où on a enlevé les places de parc, on a aménagé ces îlots de verdure, mis du mobilier urbain, sans mise à l'enquête. Et comme il n'y a pas eu d'opposition, c'est fait. Alors ici, mes clients n'entendent pas se laisser faire. Et on a tenté une conciliation avec la commune, où on nous a dit qu'on était des gens d'un autre temps, que de nos jours, les places de parc en surface n'ont plus lieu d'être et qu'il faut utiliser les parkings souterrains, même s'ils sont à 500 mètres, à 700 mètres, à une certaine distance, alors que mes clients, spécialement la droguerie Garonne, les gens arrivent pour 5 minutes, ils ne restent pas 2 heures. Alors peut-être qu'il y a d'autres commerces où ils restent une demi-heure, ou reste 3/4 d'heure, mais c'est absurde. Puis ils viennent pour des soins, donc souvent ce sont des gens qui ont aussi des difficultés. Tout à fait. Et puis, en fait, le bon sens n'existe plus. Le bon sens n'existe plus, on nous a même dit que de nos jours, le commerce se faisait par Internet et que finalement les clients n'ont qu'à commander sur Internet et on livre par la poste ou par tout autre moyen et qu'aller dans un magasin n'est plus d'actualité. Mais c'est clair que ça va vider les rues de tous les magasins. Puis après, oui, il y aura les îlots de verdure, des cafés. On pourra prendre son café dans un peu de verdure en plein milieu de la ville. D'autant plus que si on faisait que des livraisons, c'est quand même pas très écologique. Mais non, c'est absurde. C'est absurde. Oh, même le président m'a dit à ma femme et moi, vous êtes en retard. Maintenant, les commandes se font par Internet. On n'a qu'à voir vos sites. Les gens veulent du conseil. Oui, exactement. Non, mais quand un président dit ça, mais waouh, attendez-nous. C'est vrai qu'on livre beaucoup de colis, puis entend même l'article du Nouvelliste, quand le journaliste arrive à dire maintenant, on met plein de places de parc en ville, parce que tout patron qui se respecte va livrer les colis encombrants à leurs clients. On va où? Non, mais Et après, on voit que c'est des gens aussi qui ne sont pas au courant des faits et de la réalité. Parce que de dire ça à M. Garonne, c'était le pire exemple qu'ils auraient pu trouver. Comme il a déjà un site internet et c'est une des entreprises de Montaigne qui envoie le plus de colis déjà directement aux clients. Donc c'est vraiment le mauvais cas de figure. Il a déjà mis en place toutes ces choses pour s'adapter au commerce. Contrairement à la politique qui va assez lentement, un entrepreneur doit réagir très rapidement et être au courant des habitudes d'achat des gens. Les gens qui nous expliquent comment faire notre travail n'ont pas de commerce et ne s'y connaissent pas dans ce domaine-là. On ne leur dit pas comment créer des lois, comment gérer une ville, ce genre de choses. On leur dit juste nos problèmes et ils doivent les écouter sans nous dire comment et puis il y a une inversion, il devrait être à votre service. Moi, on a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, quelqu'un est nommé, est élu, il a les pleins pouvoirs et voilà, surtout rien lui dire. Ouais. C'est presque une dictature. On parlait du cas de ce Garonne avec ces livraisons qui sont déjà en partie possibles, mais on ne devrait pas obliger. Il y a des gens qui veulent venir en magasin, avoir du conseil, prendre directement.
c'est encore plus absurde votre situation parce que vous vendez des cycles, vous n'allez pas tout envoyer par Internet. Non, ça serait totalement impossible. Alors moi, la situation dans laquelle je suis, j'ai un magasin où il n'y a pas spécialement de place de parc. Mais je défends quand même les places de parc, même si mon entreprise est à but de vendre de la mobilité douce. Oui, alors c'est ça, donc, il n'y a pas une dissonance cognitive, c'est-à-dire que vous défendez le fait que les automobilistes puissent continuer à rentrer en ville, qu'il y ait des possibilités de parking, alors que vous vendez des vélos. On pourrait vous dire, finalement c'est très bien, ça vous arrange. Je suis président de cette association, non pas pour mon propre intérêt. C'est un homme intelligent. Je le suis pour la majorité pas que des commerçants, mais aussi de la clientèle. Et du coup, il faut s'adapter, et aussi par la communication. Quand on entend des lettres qui sont envoyées quelques semaines avant les travaux, on voit une déconnexion totale du monde politique par rapport au monde commercial. On ne peut pas établir une stratégie marketing et une stratégie de livraison ou autre chose en 2 semaines. On ne peut pas expliquer à notre clientèle que pendant 3 mois, la rue où notre magasin est fermée. On n'a pas du tout de temps pour se retourner. Ils misent là-dessus, parce que du coup, on est acculé, et ça a donné le cas de faillite. C'est ça, c'est qu'il y a aussi un effet dramatique, c'est-à-dire des magasins qui sont plus accessibles perdent une grande partie de leur clientèle, parce qu'ils se disent, non, de toute façon... et puis également les gens qui ne sont pas de montée, qui disaient, j'aimais bien y aller parce qu'il y a ce petit magasin, s'ils ne voient plus de place de parking, ils ne vont pas chercher, ils vont partir. Ou alors s'ils ont déposé leur voiture à un endroit pas bien garé, puis se retrouvent avec une amende, ils ne reviennent plus. Et le problème, punition. Le problème qui est terrible, c'est qu'il sépare à chaque fois tous les cas en acculant le commerçant, disant soit son commerce est passé mode, soit il gérait mal son entreprise. Il y a eu un cas dans une rue qui vient d'être refaite, un magasin de bio vrac. Bien entendu, c'est une mode qui a explosé pendant le Covid, mais ce magasin a réussi à se maintenir après le Covid et après la crise. Elle avait en moyenne 70-80 clients par jour et 6 employés. Ils ont eu les travaux dans leur rue, plus possible d'y accéder, même à pied c'était compliqué. Elle est tombée après ces travaux à une moyenne de 2 à 3 clients par jour et plus d'employés. Donc c'était fini. Et le magasin a fermé les portes il y a de ça 1 ou 2 mois. La réponse de nos municipaux était « Non mais le vrac c'est pas assez mode, regardez même dans les grandes surfaces ils l'enlèvent ». Ils se sont pas mis en réflexion que les travaux qu'ils avaient faits impactaient directement. Peu importe les chiffres qui étaient mis en avant, c'était pas leur faute, c'était la faute du commerce. Alors quand vous dites des municipaux, est-ce qu'on peut nommer des noms? Parce qu'on a toujours l'impression c'est la commune, c'est les trucs qui se cachent quelque part. Ces gens donc vous jugent, mais par contre on n'aurait pas la possibilité de les juger eux-mêmes. Ces personnes ne sont pas si nombreuses, on a l'impression que c'est peut-être, je sais pas moi, 2-3 personnes qui font la pluie et le beau temps. Est-ce que c'est le cas ou ça vient d'un peu plus loin? Non, j'ai l'impression que ça vient directement du conseil municipal. Je pense pas qu'il y a quelque chose au-dessus qui leur dit quoi faire. Ils ont les pleins pouvoirs, puis ils sont là justement pour l'exécutif. Alors je vais rebondir justement sur, on a un avocat, cette notion de plein pouvoir de la commune qui paraît quand même assez ahurissant, avant d'entamer des notions de justice, pourquoi il n'est pas possible, ou semble pas possible, de pouvoir entamer un dialogue avec la commune? Mais le seul dialogue que nous avons essayé d'avoir avec la commune, les municipaux étaient très cassants. Ils nous ont dit d'emblée, on peut discuter de ce que vous voulez, mais les places de parc en surface vont disparaître. C'est comme ça, toutes les villes le font, on le fait aussi. Donc c'est un dogme. C'est un dogme, on discute pas. On discute pas. Comme beaucoup de choses en ce moment. Et c'est vrai que la commune a une certaine autonomie dans la gestion de son patrimoine, et dans le cadre de cette autonomie, ils peuvent prendre des décisions. Alors si il n'y a pas un droit fédéral ou constitutionnel qui permet de s'y opposer, c'est compliqué. Et en l'occurrence, les places de parc ne portent pas forcément atteinte à la propriété foncière, peut-être portent atteinte à la liberté du commerce, à voir, mais ils ont une grande autonomie. Il y a des habitants qui n'ont pas de place de parking,
jusqu'à présent pouvaient prendre des places, donc elles sont aussi contraintes d'abandonner leur véhicule et de garer. Alors, la municipalité nous a dit que toute la population est avec eux. Donc voilà, donc je crois qu'il y a une initiative communale qui est en train d'être mise sur pied pour montrer à l'autorité que tous les citoyens ne sont pas d'emblée d'accord avec ce mode de faire. Alors ça pourrait peut-être passer par des pétitions, peut-être déjà cette vidéo pourrait déjà faire une prise de conscience, parce que je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et je passe un petit peu à ma gauche, de Rolf et tout ça. Ça paraît vraiment extraordinaire, cette histoire, mais c'est quelque chose qui semble malheureusement commun. On voit que Lausanne, par exemple, a une politique très stricte, avec des suppressions de parking, Genève aussi, des obligations de 30 km/h, des plans de circulation infernaux plutôt. Qu'est-ce qu'on peut faire, Rolf, à ce niveau? Bon, moi je suis président de l'association IGM Romandie qui a bientôt 27 ans. Le combat, c'est notre tasse de thé. Et seule chose qui va dans les expériences du passé, c'est que l'union qui fait la force. J'ai été appelé pour, je cite 2014, nos droits de famille, tout simplement, l'autorité conjointe garde alternée. Ce qui a fonctionné, on a mis 1,5 tonne pavé au Parlement fédéral, à l'attention de Madame Simonetta Sommaruga. Il y avait le dossier qu'un président de ville, M. Cotagnon, qui m'a demandé, il avait un litige avec la Poste suisse parce qu'ils étaient opposés dans beaucoup de villes, on ne les écoutait pas pour la fermeture des postes. Alors, à un moment, est-ce que tu as une idée? Parce que le tribunal fédéral ne va pas dans notre sens. Le tribunal fédéral il est plutôt dans le sens des autorités de la Poste, la direction. Alors, on a enfumé la direction de la Poste à Wangen, qui a provoqué Madame Ruff à l'époque. Elle est venue à Saviez, et puis les présidents de ville, ils ont pu venir, il y avait un dialogue. Mais je me rends compte, il n'y a que l'union de la force. Et puis au début, c'était d'abord cette association pour aider les gens, avec des partenaires comme l'étude Abaneman, qui fait un effort aussi pour les gens qui ont besoin de l'aide. Il y en a de plus en plus, avec un prix et effort. Mais je me rendais compte aussi, j'ai négocié des contrats avec des partenaires, des sponsors d'autres, pour donner une masse à ces gens-là aussi qui ont fait les achats. Parce qu'on voit quand même la classe moyenne, les entreprises, ils disparaissent gentiment. On prend un cas chez nous, c'est la société Meubles Pes, Francis, c'est un ami à moi, c'est un groupe de 15 milliards qui est repris. Ils n'ont plus du tout une approche vis-à-vis les clients. J'ai des amis avocats notaires qui commandent des meubles depuis 30 ans. Tout d'un coup, cette société, il dit, vous payez d'abord, après vous vous livrez. Alors, il y a uniquement cette dynamique avec cette association. Je crois qu'on arrive avec les 11 associations en près à 300 000 membres. Il n'y a que la force qui fait. Et puis aussi, de se faire attendre, parce que l'attente politique, je me rends compte, depuis 20 ans au moins, les gens sont fatigués de voter, parce qu'ils vont voter pour tout, pour rien, puis après ils voient, c'est des fois pas appliqué. Et là, c'est une sorte d'unification entre les gens concernés dans les villes, monsieur, madame, tout le monde, qui n'ont plus d'écoute, on ne les écoute pas, et la classe moyenne, les entreprises. On a commencé ici à monter, j'ai reçu des téléphones des hommes politiques comme Jean-Luc Ador et d'autres, ils trouvent c'est bien, qu'est-ce que vous faites à monter, on doit répéter dans les villes parce qu'on a le même problème partout. Et puis quand le frère de Commonopolis, ils me disent à Sion, dans 3 ans, il y a 50% de magasins en faillite parce que la ville se rend vidée. Je viens d'apprendre aujourd'hui par le président de commerçant qui me dit la rue principale à Sion, il va se réduire à une vitesse de 30 km. En même temps, on sait, nous, on a des commerçants qu'on défend, on sait, rien les boulangers en Suisse, cette année-là, ils ont fermé 365 boulangers en Suisse. C'est quand même pas rien, c'est quand même grave. Et puis même d'autres, l'économie, ce qu'elle est, mais si on ne travaille pas ensemble, puis l'autorité ne nous écoute pas, des fois, des manières fortes, ça fait bouger. Puis là, je pense que c'est seulement avec la table ouverte aussi, les citoyens, l'initiative que vous faites, avec les citoyens, parce que moi je ne crois pas à l'autorité que ça va dans l'intérieur des citoyens. À mon avis, les citoyens n'étaient même pas informés, puis ils n'étaient même pas demandés. Je ne crois pas en amont, il y avait une demande de faire ce plan d'aménagement. Si je me trompe, je ne sais pas, mais je ne crois pas. Comme tu dis, l'union fait la force, c'est raison, parce qu'on doit se mettre ensemble pour dire maintenant, halte, arrêtons. Parce que tout le monde oui amène à tout, parce que c'est la commune qui dit, c'est comme ça. Non, mais c'est pas comme ça. Expliquez-nous. Alors tout le monde dit oui amène, personne bouge.
Alors à ce moment-là, nous avec Martin, on a commencé à bouger avec Maître Abaneman, qui est là pour justement nous défendre. Alors j'estime qu'il faut bouger. Donc en résumé, on constate une déconnexion de la commune, des représentants publics, un manque crucial d'écoute, des dogmes. Voilà, il faut supprimer la voiture. Mais ce qui est rassurant, c'est de se dire aussi que c'est pas pour autant qu'on doit baisser les bras, qu'il y a des actions qui sont possibles, alors qu'ils sont parfois, je reviens sur ce qu'ils disaient Rolf, les limites légales, mais c'est aussi comme ça qu'on se fait entendre, et que malgré tout, ça permet de faire bouger les lignes. Donc, c'est pour ça parce qu'on peut le dire qu'on a lancé une initiative. Oui. Alors vous avez lancé une initiative qui est donc tout à fait correcte, vous allez récolter des signatures. Mieux qu'un référendum, mieux qu'une pétition. C'est mieux, oui, parce qu'une pétition, on nomme, mais qu'est-ce qu'ils en font derrière? L'initiative, elle va au moins intéresser la presse, on va en parler, et puis il y aura un vote qui sera donné. Donc quel est le contenu de cette initiative, si vous pouvez l'expliquer? Pas trop le dire pour le moment. Ah, elle est en cours de Elle est en cours de D'accord, ok, très bien. Mais il faut savoir qu'on va faire quelque chose de plus grand. Mais par contre, c'est très bien ce que vous dites par rapport à ne pas baisser les bras. C'est pour ça qu'il y a des associations de commerçants qui existent, et au niveau cantonal, on se voit quasiment tous aussi. Parce que du coup, il y a aussi un drame social qui est pas du tout mis en avant. Quand une grosse entreprise suisse licencie 200, 300, 400 employés, il y a directement un programme communal, cantonal, voire même des fois fédéral pour sauver ça. Dans une ville comme Montet, on a ce nombre de personnes qui sont, en guillemets, licenciées. Parce que du coup, ce qu'on demande, c'est pas à la ville comment elle doit faire, on demande juste de pouvoir faire notre travail sans avoir des bâtons dans les roues. Parce qu'autrement, on coule et on n'est pas assez unis quand on coule, et du coup ça fait une entreprise avec 5 personnes, et du coup ils vont nous dire c'est pas très grave, mais ils prennent pas en compte le facteur humain, que ces 5 personnes ont mis toute leur âme et toutes leurs économies aussi. C'est des drames humains qu'il y a derrière. C'est des vrais drames humains qu'il y a derrière. Et ce qui est terrible, c'est que on pourrait imaginer que le rôle des services publics, c'est justement d'aider, d'encourager l'économie, de faire qu'on soit mieux vivre ensemble. Et en fait, ce que vous demandez, c'est simplement arrêter de nous mettre des bâtons dans les roues. Vous n'attendez même pas de l'aide, vous attendez simplement qu'ils cessent de vous ennuyer. C'est terrible comme constat. Oui, tout à fait. On demande qu'à travailler. Ouais, On demande qu'à travailler. Mmh. Alors, je reviens sur Maître. Donc il y a quand même un volet juridique, justice, on va dire, qui est en cours. On en est où aujourd'hui? Est-ce qu'il y a déjà des délais qui sont donnés? Est-ce que les travaux sont suspensifs? Est-ce que vous avez obtenu des résultats? Alors, l'exécution des travaux a été suspendue. Et il y a un échange d'écriture qui a été engagé. La commune a un délai pour se déterminer sur la plainte qu'on lui a adressée par rapport à ces travaux prévus sans mise à l'enquête. Elle a demandé des prolongations de délai et on attend leur position qu'on n'a pas encore. Mais une fois qu'on aura leur position, on pourra se déterminer, puis ensuite on attendra une décision. Il y a eu simultanément à ces travaux une mise à l'enquête pour la signalisation, le changement de sens de la rue, qu'on a contesté aussi en disant mais comment est-ce qu'on peut prévoir faire des travaux sans mise à l'enquête et les prévoir avant que la signalisation soit en force. Et sur ce premier volet, la commune a dit bon, on retire notre projet. Et maintenant, on attend une décision sur les frais de la part du Conseil d'État, puisqu'ils ont retiré un projet qu'on a contesté. Donc il y a eu déjà des résultats, mais le principal, on attend toujours. D'accord. Donc ils gagnent du temps, peut-être, pour constituer leur dossier. Ils gagnent du temps. Et vous, finalement, vous repoussez en ayant l'espoir que tout soit annulé, mais à cette heure-ci, rien n'est sûr. Non, les travaux sont suspendus pour le moment. Mais ils n'ont pas cette volonté d'arrêter les travaux. Non. Ils n'avaient même pas la volonté de déplacer les travaux pendant une période qui était charnière, qui était la période de Noël. C'est quelque chose qui avait été demandé et refusé. Donc même
la prise en compte quand on va dans leur sens en disant d'accord, vous voulez faire des travaux, mais faites-les à cette période de l'année, parce que nous, commercialement, c'est pas possible à ce moment-là. Il n'y a aucune prise en compte. J'ai une question. Ça pourrait expliquer. S'il n'est plus possible de se garer en surface, mais de prendre des parkings privés et payants, ces parkings appartiennent à la mairie ou ils appartiennent à des organismes privés? Une grande partie appartient à la commune. Donc ils pensent à des rentrées directes. C'est en partie. En partie, oui. Mais par contre, ça exclut énormément de monde, parce que ces parkings... Ils sont éloignés. C'est bien d'avoir des parkings qui sont regroupés, mais il ne faut pas que ça. Le verre n'est pas vide ou plein, il est tout le temps à moitié rempli. Et du coup, il faut toujours aussi avoir des places de proximité. On ne peut pas supprimer l'un ou l'autre, comme on ne pourrait pas avoir que des places de proximité, ça ne jouerait pas. Et ils n'arrivent pas à saisir cette nuance qu'on essaye de leur expliquer. J'ai l'impression aussi que les places sont devenues payantes il n'y a pas si longtemps que ça. À Monter, il y avait pas mal de zones bleues, il y avait des places gratuites. Effectivement, mais ça posait quand même un réel problème de voitures ventouses, qui était un problème pour les commerçants. Nous, on avait demandé, ça avait été négocié, des places à 20 minutes, comme il y a dans la ville de Martigny, et quelque chose qui fonctionne somme toute très bien, qui favorise la rotation des véhicules. Donc on peut aller facilement à la droguerie Garonne, prendre quelque chose, aller à la boucherie, ce genre de choses. On est quasiment garanti d'avoir des places de parc, comme il y a une rotation constante. Et ils sont passés de places gratuites à places 2 heures, où du coup c'était pas une bonne idée, à la suppression de ces places. Aujourd'hui, c'est suppression, il n'y a pratiquement pas de parking. On a vu en venant ici, dans une rue entière, il y a 4 places de parking. Ils ne veulent plus de places de parc. C'est leur volonté, mais elle est en contradiction avec notre volonté. Bien sûr, notre volonté est la volonté commerciale, on ne représente pas tout le monde, naturellement, et on l'entend, mais on propose toujours des entre-deux. C'est un quart d'heure, 20 minutes, c'est fantastique. Pour venir, pour partir, il n'y a pas de voiture ventouse et tout. Mais il n'y a plus rien. Même ils ont encore enlevé le derrière, je crois, les 20 minutes. C'est fini. C'est n'importe quoi. Donc ils ne veulent plus de voitures en ville. Alors. Ce qui se passe à Monter, ça se passe dans plein de communes. Est-ce qu'il y aurait des possibilités de vous réunir, parce que l'union fait la force? Alors, on a évoqué le fait de faire cette initiative. Mais je pense que la procédure qui est en cours va être suivie de près et on pense même qu'elle devrait être favorable parce que c'est quand même assez fort qu'il y ait eu des décisions prises sans mise à l'enquête et ça devrait être retenu, je pense, par le tribunal, je pense. Vous avez quand même un espoir là-dessus. Mais cette expérience, si on peut le dire, pourrait être utile et servir de jurisprudence à d'autres commerçants et à d'autres situations. Je peux donner peut-être un exemple, une situation similaire. Je vais vous aider. Nous, on a un succès. Nous, avec Abérodi Logement Secours, on avait une cure à Bonton. Après, les anciennes, bien sûr, j'étais souvent dans cette cure. Ils venaient me trouver, ils m'ont dit écoute, Ritter, ils sont en train de nous supprimer toutes les places de parc dans ce village. Ça va pas. On a remandé l'autorité. Et puis l'autorité, il se cache derrière une étude qui a été faite par une société de Lausanne pour raménager les places de parc. On a pris en main ce dossier-là. On a fait une pétition, non, on a fait une initiative. On a fait un peu comme Maître Abaneman, un conseil d'État on a écrit, ça a bloqué une partie déjà, mais après c'est l'initiative qui a fait pencher le tout parce que le conseil communal, il allait trop loin dans ses décisions autoritaires. C'est-à-dire la manière comme l'initiative était faite, ça a dû passer devant le conseil communal encore une fois, avec l'avis aussi de citoyens de cette commune, parce que ça touchait énormément de commerce, ça touchait même l'église, parce qu'ils pouvaient, même l'enterrement, ils n'avaient plus le droit à garer les voitures et tout ça. Et ils n'ont eu qu'un cause, c'est-à-dire les communes voisinantes de Vétro, ils ont dû faire marche arrière, c'est-à-dire les places de parc initialement qui étaient là, ils étaient réintégrés, ils ne pouvaient pas réduire autant les heures. Se cacher derrière l'étude que la commune il a payé cher, hein, c'est une société de lausannoise qu'ils ont payé, ils ne pouvaient plus se cacher derrière. Donc l'initiative, il a porté ses fruits et la commune a dû revoir son plan d'aménagement, dans le sens aussi comme le peuple il a vu. Et puis l'initiative, moi je pense que vous êtes vraiment sur le bon chemin. En tout cas à Monton, il y a 4 ans derrière, ça fonctionnait.
En tout cas, contester, résister, c'est normal, ça fait partie du débat. Donc, il n'y a pas de... La commune devrait entendre les parties et puis cesser d'imposer. Parce qu'on disait tout à l'heure, non, la commune n'a pas d'informations ou de directives venant de dessus. Mais si ce n'est pas réellement des directives, est-ce que c'est pas un peu toute cette... J'allais utiliser le mot propagande, mais ça en est un peu quand même, sur voilà, il faut faire attention, le climat, les choses. Donc il y a des discours qui sont menés avec des solutions, entre guillemets, qui semblent se généraliser partout, même aux endroits où ça ne serait pas applicable. Et j'ai l'impression, le pouvoir public, mon avis, depuis quelques années, ils ont pris un pouvoir exécutoire sans l'avis du peuple. C'est pas que chez nous, c'est un peu partout. On voit des villes similaires, on voit ça à Lausanne, on voit ça dans les autres villes chez nous. Mais qu'on discute avec les commerçants, on discute avec les gens. Mais même les gens, ils sont surpris parce que ils font pas une démarche autrement, comme vous êtes mis de le fait accompli. Il n'y a pas en amont l'autorité. Ils sont élus par vous. Donc, en principe, l'autorité est venue vers vous pour savoir si ça vous va dans votre direction. Puis moi, j'ai l'impression dans beaucoup de villes, hein, je ne dis pas exceptionnellement peut-être, ils sont l'autorité. Sur le mot, c'est du totalitarisme. Ouais, c'est un peu ça. On a discuté avec tout le conseil communal il y a 2 mois en arrière. Ça n'a rien porté ses fruits. C'était comme ça, c'est tout. C'est une Alors, c'est dictature. pour ça que maintenant, voilà, c'est pour ça que maintenant on a pris le tour par les cornes, puis on va aller plus loin. Mais normalement, ça devait être de l'autre sens. Une commune veut oui. changer son visage, mais il fait ça avec les résidents, avec les habitants, les commerçants. Normalement, qui serait logique. Et les travaux commencent là. Voilà. Il y a quelque chose de très surprenant, c'est que vous, en tant que commerçant, vous contribuez à la richesse de la ville. Exactement. Vous payez des impôts, vous créez des emplois. Donc on ne comprend pas mettre en difficulté des commerces et les fermer. Ça veut dire que la commune va perdre des rentrées fiscales, elle va perdre et puis ça amène tout plein de problèmes. Donc pourquoi ils font ça? Parce que ils vont vous remplacer par quoi? Par des arbres? Parce qu'ils sont pas, tout simplement parce qu'ils ne sont pas commerçants. Le problème, je pense, de beaucoup de villes valaisannes maintenant, c'est que dans l'exécutif, il n'y a pas assez de commerçants. Ou d'entrepreneurs. Ou d'entrepreneurs qui ont une place là-dedans. Parce qu'ils vont voir de façon factuelle les bureaux à louer. Et pour eux, du moment que c'est loué, c'est bon. Mais ils ne vont pas regarder le taux de rotation qui est extrêmement important. Parce qu'une entreprise qui reste là que 3 ans, qui coule et qui est remplacée par une autre, parce qu'on a la chance d'être dans un pays quand même où on pousse l'entrepreneuriat et on peut vraiment se lancer, pas forcément facilement, mais on peut se lancer à son compte. Mais le but, c'est que c'est des entreprises qui tiennent 10, 15, 20, 30 ans. Alors bien sûr, il y aura des cas d'école avec des économies qui vont couler. Par exemple, on va plus avoir forcément de gros magasins qui vont faire du développement de pellicules photo, comme il y a quasiment tout qui est en numérique. Ce genre de choses. Des changements d'industrie, exactement. Mais c'est quelque chose qui est somme toute très très rare. Normalement, une entreprise qui s'installe... on devrait l'aider à tenir longtemps, parce que du coup, ça fait des emplois qui sont pérennes, et ça apporte une attractivité qui est bien plus importante, parce que c'est surtout les petites entreprises, les petits commerces, qui aident tout ce qui est fanfare, Guggen, l'auto, ce genre de choses. Il y a toute la vie autour. Tout à fait. En fait, on a l'impression que c'est un problème de culture, c'est un problème, et c'est assez récent. On disait, les communes, ce sont des élus, ils ont dû se présenter, mais les gens qui sont aujourd'hui à la commune, dans la fonction publique, sont devenus finalement des professionnels du service public et sont déconnectés des réalités privées, des réalités commerciales. Une dernière question qui pourrait expliquer si c'est un lien. Quelle est la tendance politique de la commune de Monté? Est-ce qu'elle serait verte? Est-ce qu'elle serait plus... Elle est principalement centriste. Et légèrement de droite. Donc ça veut tout dire et rien dire. Ça veut tout dire et rien dire, effectivement. Mais il y a quand même quelque chose qui interpelle, surtout, on a parlé avant du budget de la ville qui se détruit. On voit
fiscalement, ils ne se portent pas merveille. Tu peux peut-être expliquer un peu, ça dégrade quand même un peu. Ça doit quand même faire sonner les cloches, quelque part. C'est aussi des gestionnaires. Ils gèrent le portefeuille de cette commune. Et quand on voit le portefeuille, il se détruit. Il faut agir dans un autre sens. Surtout qu'ils ne se gênent pas pour vous critiquer, pour vous dire si vous avez coulé, c'est votre faute. Voilà. Donc on peut renvoyer en leur dire mais attendez, comment vous gérez la commune. Voilà. Et c'est pour ça que ça revient à peu près à ce que je disais avant. Il faut avoir une multiculturalité de personnes pour diriger une ville. On ne peut pas avoir une ville qui est dirigée que par des avocats, que par des professeurs. Il faut un peu de tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de professeurs d'école, il ne faut pas d'avocats. Au contraire, chaque personne apporte énormément de connaissances, mais si on n'a qu'un groupe de personnes qui est à la tête, ils ne peuvent pas se mettre à la place de choses qui ne vivent pas. Comme à l'époque, il y avait souvent des entrepreneurs. Il y avait souvent des entrepreneurs. Hein. Et je pense qu'il faut revenir problème de répartition, je parlais de culture, c'est le problème de répartition, on va dire par rapport au métier, par rapport aux âges, qui n'est pas une représentativité suffisante des personnes qui habitent la ville. Moi, je dis, je ne ferai pas de la politique, mais au bout d'un moment, on dit collégialité. Il faut se mettre comme lui, il dit ce qu'il pense, il a ses idées, mais on l'écarte. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les mêmes idées que les autres. Et ça, c'est la politique, c'est quoi, finir? Collégialité. Comme moi, j'ai plus de 30 personnes chez moi au magasin, c'est quand même des rentrées d'impôts et tout. On a foutre. C'est quoi? Dans 20 personnes, 30 personnes, place de Pâques, fini. Alors, mais vous faites partie de la politique, vous faites de la politique, c'est ça finalement. Pourquoi la politique serait réservée à certaines personnes qui auraient ce droit et qu'on interdirait aux autres? Alors finalement, la politique, c'est le débat continuel. Du moment qu'on a un commerce, j'ai l'impression que de toute façon, on est amené à faire de la politique. Peut-être pas dans le sens que l'on entend habituellement, mais de défendre son commerce, c'est de la politique à quelque part. Je vais repasser de ce côté avec Rolf, et puis peut-être vous pouvez monter, vous avez aussi une initiative, vous venez donc de monter aussi. Alors non, j'étais curé à monter, voilà, mais maintenant, non, je ne suis plus du tout ici. Vous êtes un homme d'église. Par contre, oui, je suis prêtre. Et puis, il y a 7 ans, on a lancé, œcuméniquement bien sûr, pratiquement tout se fait maintenant de façon œcuménique, on a lancé donc une fondation et une association. On a lancé une fondation en disant qu'il n'y aurait aucun frais, si 100 francs donnés ou 1 franc donné, c'est 1 franc redonné à un pauvre. Alors on a parlé de la situation qui se dégrade, on voit beaucoup des gens qui, même en ville de Sion, avant ça ne saurait pratiquement jamais, on voit des gens il y a de la pauvreté qui arrive même tout à fait. dans des villes, des villages, c'est un phénomène qui est nouveau. Oui, c'est très marqué pour le Valais, pour Sion. Par exemple, heureusement, je ne sais pas où, Urgence, qui avait 4 nuits qui étaient financées par l'État du Valais, ils ont réussi à obtenir, voyant la situation, maintenant ils ont réussi à obtenir 3 fois 10 jours pour une année par personne. Parce que le phénomène, il est choquant de voir des gens dormir dans la rue d'une façon ou d'une autre. Mais il y a d'autres qui ne tombent pas dans la rue, mais qui n'arrivent pas trop à s'en sortir. Et c'est toutes les questions d'aide alimentaire qu'on trouve à travers le Valais. Mais là, c'est abordé par un autre biais, c'est de dire on essaye de récolter de l'argent et on garantit qu'on redonne exactement toute cette somme aux gens nécessiteux avec une association, c'est la fondation donc qui fait ça, et pour tout ce qui est publicité, tout ce qui est à faire, tout ce qui est à payer, c'est une association, les gens donc de gens qui veulent nous soutenir et qui chaque année vont verser, donc ils rentrent en payant 1000 francs, chaque année ils donnent 200 francs, et
Donc comme ça, tous les frais sont couverts, garantis. C'est une fondation, une association qui est valaisanne. Oui, alors même je sais, on peut dire que ça couvre aussi le district d'Aigle. Voilà. Mais autrement, c'est le Bas-Valais. Voilà. Et on a aussi des demandes du Haut-Valais. Non, on peut dire tout le Valais. Et donc, il y a 7 ans, on s'est lancé. Et ce qui est intéressant, c'est c'est que les demandes sont nombreuses. On a presque une demande par jour qui arrive. Et normalement, on limite à 1000 francs. Donc voilà, on ne donne pas plus que 1000 francs à la même personne. À des personnes en grande difficulté. Ouais. Que ces personnes, normalement, devraient se retourner vers les services sociaux qui sont là. Alors, il y a avec un certain nombre de l'État contraintes. du Valais, en général, est moins bien doté que les autres cantons. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il y a plus de demandes qui arrivent aux différentes associations pour des questions alimentaires comme pour d'autres questions. Donc vous comblez vraiment un besoin, c'était quelque chose qui est... Tout à fait. Souvent des gens qui disent mais j'arrive plus, on va me couper l'électricité, j'ai des enfants, comment je fais, est-ce que vous pouvez m'aider? Voilà, c'est ce genre de situation qui nous arrive pratiquement une par jour. Et on peut tomber très bas, très rapidement. On peut tomber très bas. Alors ça, c'est la discussion de tout à l'heure. C'est vrai que même la classe moyenne, selon les circonstances, peut se retrouver dans la pauvreté. Cet exemple, des gens qui sont mis à leur compte, ou pas sur l'or, ils mettent un commerce, ils mettent toutes leurs économies, très rapidement, s'ils ne peuvent plus réaliser leurs affaires, peuvent tout perdre. Il n'y a pas beaucoup de concessions ou d'aides, si vous payez et on va vous prendre tout ce que vous devez. Et ces gens, à double peine, n'ont pas droit au chômage, n'ont pas droit à certaines aides et peuvent perdre à un tel point qu'ils peuvent se retrouver dans des situations que vous venez de décrire. Tout à fait. Et vous en avez aussi, j'imagine. Parce que... Oui, bien sûr qu'il y a des situations qui sont parfois... on arrive à deviner parce que les gens sont venus d'ailleurs, ou surtout des gens sont tombés dans la maladie, ont perdu des des accidents, des choses comme ça. Non, c'est sûr que c'est même la personne qui est dans un niveau moyen peut se retrouver rapidement tout en bas. Donc votre association existe depuis 7 ans, vous aidez combien de personnes en moyenne? Alors cette année, on en est à 280 demandes. Voilà. Demandes. Puis en général, on arrive presque à garantir le 60% des demandes en tout cas. Et le financement se fait comment? Ce sont ce sont des dons. Des fois, on a eu au départ aussi des grands dons. Voilà. Mais l'idée maintenant, c'est d'ouvrir davantage à aussi des petits dons. Des dons privés ou il peut y avoir aussi, malgré tout, l'État qui vous donne un petit peu? Non, ne comptez pas dessus. Non, Okay. non, l'État ne compte pas dessus. Donc, les dons peuvent être défiscalisés. Oui, bien sûr. Oui, c'est défiscalisable. Alors, la référence, donc le site, c'est www. Fondation. Là, vous avez des petits... oui. Là, pour la référence, voilà. Référence sur récolter pour semer. Donc, vous avez dit que vous êtes un homme d'église, mais c'est ouvert à tous. Les gens, je veux dire. Dans le conseil de fondation, évidemment, il y a l'état laïque, ça c'est sûr. On n'est pas spécialisé. Voilà. Il n'y a pas de barrière. Non, c'est œcuménique. Il n'y a même pas de question, j'imagine. Voilà. Non, ça joue bien. Donc on arrive facilement, on arrive en haut vers les 180 000 par année. En tout cas, de dépenses. Au cours de ce reportage, on voit des situations qui sont ubuesques, qui est normal de dénoncer, mais ce qui est aussi rassurant, c'est de voir qu'il y a des gens qui luttent, qui obtiennent certains résultats. On disait, il y a toujours l'approche de la justice, mais qui prend son temps, et puis des actions individuelles pour aider les gens, qui sont à saluer, des actions politiques avec les lancements d'initiatives, et je vais retourner au président. Donc, vous actuellement, est-ce que vous avez aussi d'autres projets ou d'autres actions en cours pour défendre les commerçants en dehors de l'accès à leurs magasins avec les parkings? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je voyais, on a eu des difficultés de rentrer ici parce qu'il y a ces petits villages de Noël, on en met partout.
Est-ce que c'est des choses que vous êtes impliqués ou c'est complètement externe? Et est-ce que ça vous apporte quelque chose? Non, on essaie d'être impliqué au maximum, d'avoir un maximum de communication avec les différents services communaux. C'est pour ça que notre association a eu longtemps une place au sein du comité de montée tourisme. Maintenant, ça a été dissolu et on se retrouve vice-président de la société de développement. Donc ça permet de faire le pont entre tout ce qui est tourisme, manifestation et le bien des commerces. Bien entendu, il y a plein d'autres facteurs, mais au moins on peut être entendu et défendu. Après, nos chevals de bataille principaux seraient de se regrouper plus, bien entendu, de voir aussi ce qui se fait dans les autres villes. Je rencontre chaque trimestre les autres présidents des associations commerçantes des grandes villes valaisannes, et ça permet de comparer les combats qu'on fait, de voir qu'on est à peu près tous à la même enseigne au niveau des difficultés, que ce soit politique, de place de parc, ce genre de choses, que ça reste quand même si c'est redondant, le problème principal pour les petits commerces. Mais on peut aussi aider les commerces par de la communication pour les aiguiller sur d'autres domaines aussi, que ce soit réseaux sociaux, ou alors faire des associations entre magasins pour échanger la clientèle, des synergies. Des conseils qui sont faits, c'est très bien. Et bien sûr, il y aura un aspect, comme je disais avant, d'avoir un commerce, c'est de la politique. Il va y avoir aussi cet aspect de motiver un maximum de commerçants à faire de la politique au sens large du terme. Et peut-être qu'il est temps de reprendre le gouvernail. C'est peut-être un peu ce qui s'est passé. Les gens diront, on concède une situation, mais peut-être parce que on a laissé la politique à des personnes qui ont cru qu'elles faisaient mieux, c'était des experts, et en fin de compte, ça pose des problèmes. Donc il est temps de reprendre le pouvoir. Exactement. Je voudrais juste dire un petit mot parce que c'est un des plus dynamiques présidents des derniers montées qu'on a eu. Alors ça, chapeau, Martin. Pour participer à votre association des commerçants, déjà tout le monde accède, j'imagine. Il suffit d'être commerçant. Il suffit d'être commerçant et artisan sur la ville de Montagne. D'accord. Et bien sûr, je ne pense pas que tous les commerçants ont rejoint. Et quelle est la place et quelle est la réaction des grands groupes? Parce que là, on parle des commerçants indépendants. Mais les grands groupes qu'on voit partout, finalement, est-ce qu'elles interagissent avec vous? Bien sûr. Ou au contraire, elles sont parfois en opposition? Non, parce qu'ils savent très bien qu'une ville dynamique est une ville avec plein de petits commerces. Donc les 3-4 plus grands groupes qui existent en Suisse savent que si les petits commerces se portent bien dans une ville, ça va rayonner aussi sur leur supermarché. Eux ne veulent absolument pas qu'on coule tous, parce que du coup, leur zone commerciale serait vide et la ville perdrait complètement son attractivité. Donc on parle très souvent avec eux, on les écoute, on va pas les favoriser, mais on va pas non plus faire un combat contre eux, c'est pas le but. Parce que du coup, ils emploient énormément de monde et ces personnes sont nos clients au final. Donc c'est une synergie et des discussions à avoir. La chose la plus importante est la discussion. Donc, même si parfois elles peuvent être en concurrence parce qu'elles proposent les mêmes produits, le fait que vous ayez une distribution différente, le conseil, bon là, le cas particulier des vélos, vous êtes spécialisé là-dedans, vous faites que ça, vous allez proposer des solutions personnalisées, commander des choses particulières. C'est pas la même relation que quelqu'un qui irait à une grande chaîne, on va pas citer de nom, hein, mais on les voit bien, qui achèterait un vélo dans une centre commerciale et qui peut se limiter qu'à ce qu'il a en stock et sinon de commander sans être certain que le service après-vente soit à la hauteur. La concurrence est saine et bénéfique pour le commerce tant qu'elle est saine, c'est ça que je voulais dire. Et elle est saine quand il y a de la discussion. Donc en résumé, c'est pas une concurrence entre magasins, c'est vraiment la commune, c'est vraiment le pouvoir public, le pouvoir local qui fait que ça devient compliqué pour vous de travailler. Exactement, et notre association normalement ne devrait pas avoir ce but d'avoir des chevals de bataille et de devoir clairement batailler pour ça. Notre objectif est quasiment de ne pas avoir besoin d'exister, ça voudrait dire que tous les commerces seraient prolifiques, vivraient très bien et n'auraient pas besoin de se regrouper.
L'idéal pour nous, c'est juste la mise en relation entre les commerces pour un côté social beaucoup plus attractif. Ces batailles et cette politisation, on va dire, n'est pas l'objectif fondamental de la société des artisans et commerçants, mais on en est arrivé à un point où on est obligé de passer par ce stade-là pour faire avancer les choses. Et puis, vous faites ça pour pouvoir pérenniser l'emploi, parce que on sait très bien aussi qu'il y a des changements dans la société, l'emploi n'est plus pareil, on n'a plus de garantie de travailler tout le temps. Une des solutions, c'est quand même aussi de se mettre à son compte, et si c'est compliqué de se mettre à son compte, ça ne va pas donner envie. Donc vous vous battez aussi pour les générations futures, ou pour des personnes qui seraient en reconversion professionnelle, qui se diraient pourquoi pas tenter l'aventure d'être indépendant. Exactement, et de la formation professionnelle, parce que la plupart des petites entreprises commencent à baisser les bras pour former des apprentis, et ça c'est quelque chose de vraiment terrible. Parce que tout le monde ne peut pas travailler dans la fonction publique. Parce que finalement, si on continue comme ça, ils vont se dire finalement, je vais avoir un travail tranquille, pépère, je suis un petit dictateur, je risque rien, je travaille dans la fonction publique. Et on va se retrouver comme nos voisins français, avec tous les problèmes qu'il y a. Non, moi je dirais qu'en conclusion, on demande à la commune de se remettre en question. N'est-ce pas que c'est beau? Le mot de la fin. Qui le dit-vous? Je fais un petit peu chacun son tour. J'ai commencé par mettre. Par rapport à cette discussion, vous trouvez ça positif? Vous êtes vous-même aussi positif par rapport à la situation, ou vous dites on ne sait jamais, restons quand même? Non, c'est-à-dire je trouve un peu choquant qu'une commune se permette de prendre des initiatives sans mettre à l'enquête, sans suivre une procédure légale. Ça, c'est quand même pas admissible. Si la commune avait mis à l'enquête la suppression de ces places de parc, il y aurait eu un débat, il y aurait eu des opposants, il y aurait eu toute une procédure qui se met en marche pour contrer la légalité de cette décision, mais il n'y a pas. Je trouve que c'est quand même un comble. Ce qu'on ne sait pas, est-ce qu'on le saura un jour, c'est est-ce que c'est voulu ou est-ce de l'incompétence? Ou un peu des deux? Un peu des deux. Alors, on va aller à droite. Le mot de la fin? De rester positif, principalement. De mettre de l'énergie dans des combats qui sont justes. On a la chance quand même d'être en démocratie et de pouvoir faire bouger les choses de façon concrète. Il faut juste de l'énergie et la volonté d'y arriver. Et comme on dit, la démocratie ne s'use que si on ne s'en sert pas. Donc c'est aussi un peu le constat où les gens se sont un peu laissés aller en disant notre système était si bien, on a laissé détériorer, on laisse confier les affaires aux autres et finalement on se retrouve à pratiquement tout perdre. Donc il est temps aussi de reprendre, je le disais tout à l'heure, le manche de l'avion. On a le droit de ne pas être d'accord. Oui, on se demande parfois si on n'a pas le droit. Je vais passer de ce côté pour le mot de la fin, donc les deux représentants. Alors je dirais que on est passé d'une situation où il y avait en Valais beaucoup d'entraide. Et on arrive à une situation qui est de plus en plus individualiste. D'où la naissance de problèmes très très graves. Et je pense que c'est important qu'on puisse penser à l'ensemble des gens. Tout le monde a le droit de vivre sur cette terre. Oui, c'est ça. C'est en fait, il manque le respect de l'autre. Et c'est très paradoxal parce que justement une société où on veut tout contrôler, où on invente on va supposer des droits à des minorités qu'il faut défendre à tout prix, on ne va pas citer mais tout le monde comprend. Mais par contre, la communauté est forcément faite de gens différents et on a l'impression, et c'est de plus en plus visible, que certaines personnes, par simple idéologie ou décalage générationnel ou décalage entre la ville et la campagne, n'auraient plus le droit de s'exprimer, n'auraient plus le droit de défendre leurs propres intérêts. Le côté positif, c'est qu'il faut être un peu rencontrer des difficultés pour se retrouver. Et finalement, s'il n'y avait pas eu ces difficultés, peut-être qu'il n'y aurait pas eu ces rencontres et cette volonté de travailler ensemble. Oui, on a une multiplication d'associations, par exemple d'entraide alimentaire et autres, d'aide alimentaire. Maintenant, on commence à faire un regroupement. Et je pense que c'est vrai que c'est la nécessité qui fait la vertu, comme on dit.
Moi, je pense, depuis l'exercice de Covid, on avait l'impression dans le monde entier, l'autorité, elle était très autoritaire. Et ça s'est éloigné un peu du peuple dans le monde entier. Et puis, je pense, nos élus, nos autorités doivent quand même comprendre, c'est quand même le peuple qui les élus, qui met en place. Et puis, en principe, eux, ils ont un autre service.